Ok, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo dans laquelle j'explique comment bouge le marché. Il faut savoir que ces derniers temps, j'étais pas très actif sur YouTube, j'en ai conscience. Pour deux raisons. La première, c'est que j'étais j'avais un job étudiant, du coup, j'étais très occupé et je ne pouvais, j'avais juste simplement rien à dire à la caméra, étant donné que j'ai pas fait de trading depuis 2 semaines. Là, je reprends cette semaine à fond. Ça va être très chouette et très intéressant. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que j'étais plongé dans tous les textbooks. Donc textbooks, c'est un peu les livres théoriques, enfin livres théoriques et les ressources sur internet, et donc j'ai appris énormément de choses ces derniers temps, choses que je suis impatient de te partager. Dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va parler des dynamiques de marché, en fait, comment le prix bouge tout simplement. Et puis dans d'autres vidéos, je te parlerai d'autres choses que j'apprends, comme j'aime toujours le faire, te partager des choses pour qu'on s'entraide en quelque sorte, en se partageant des connaissances. Mais donc, sans plus tarder, je vais aller hop sur l'écran. Attends, fais pas attention à ça. Voilà, c'est ça que je vais te montrer. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser des petits dessins, etc. Mais donc, il faut savoir que on traite tous les marchés financiers. Tu traites les marchés financiers, je traite les marchés financiers depuis peut-être un certain temps, depuis plusieurs mois, depuis peut-être même plusieurs années. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment est-ce que le prix bougeait véritablement? Alors, la plupart des gens, pour répondre à cette question, si je te pose la question comment le prix bouge, vont dire quelque chose comme le prix monte quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et le prix descend quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et le prix ne bouge pas quand le nombre d'acheteurs et de vendeurs est le même. C'est complètement faux. Et c'est même pas une question d'avis, de subjectivité. Non, c'est objectivement faux dans le sens où, pour que les marchés financiers fonctionnent, il faut à chaque fois que pour tout acheteur, il y ait une contrepartie, donc un vendeur. Sinon, il n'y a pas d'échange. Donc, il faut bien comprendre que la raison pour laquelle le prix monte, descend ou reste à l'horizontale est autre que dans le nombre d'acheteurs et de vendeurs. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs que le prix monte. Je sais qu'on entend beaucoup de ça sur internet, dans des stratégies, etc. Genre, oh tiens, le prix s'apprécie parce que il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. La réalité, c'est que il y a en tout instant un même nombre d'acheteurs que de vendeurs. Bon, je ne vais pas replonger dans des cours d'économie de base, même si ça pourrait aussi être intéressant de le faire dans des prochaines vidéos. Mais disons globalement que pour qu'un marché soit... Enfin, on ne parle pas d'efficience de marché, mais c'était quoi le terme? C'était... Bref, disons simplement qu'en tout instant, voilà, retiens juste ça, ça va être plus simple, en tout instant, le nombre d'acheteurs et de vendeurs est le même. Alors, peut-être que maintenant, ça met un peu la confusion dans ton esprit et tu te demandes comment, du coup, le prix fait pour s'apprécier. Si du coup, les dynamiques de marché sont à chaque fois à l'équilibre, enfin, pas totalement à l'équilibre, mais en tout cas, au niveau du nombre d'acheteurs et de vendeurs, à l'équilibre. Ben, forcément, pourquoi? Parce que si une personne veut acheter, imaginons, on va faire très simple, on va parler en unité, je ne vais pas parler de pips, de points, on va juste dire en unité. Imaginons une personne veut acheter 1000. Pour que cette personne puisse acheter les 1000, il faut qu'il y ait une contrepartie qui vende 1000, peu importe l'actif que tu trades. Si on prend l'exemple des devises, donc si je prends la devise que j'adore trader, enfin la paire de devises que j'adore trader, l'euro-dollar, si une personne veut acheter 1000 euros, parce qu'elle pense que le prix va monter, mais il faut que quelqu'un lui vende 1000 euros. Donc en réalité, en fait, quand la personne veut acheter 1000 euros, elle vend 1000 dollars. Et à l'inverse, donc comme, j'essaie de pas apporter la confusion, mais donc comme cette personne veut acheter 1000 euros, ça veut dire qu'elle va se débarrasser des dollars, parce que tu as soit l'un ou l'autre. Et puis une fois que le prix est monté, donc imagine elle achète 1000 ici, et elle veut revendre là-haut après avoir fait, je sais pas moi, 1% de profit, cool. Elle va revendre, et en fait elle va se débarrasser de ses euros, et elle va racheter du dollar. Puisque l'euro se sera apprécié face au dollar. L'euro vaudra plus, donc elle va reconvertir son argent en dollars. Enfin, bon bref, là je t'explique des dynamiques de base de marché, ça n'explique en rien pourquoi le prix bouge, mais donc, pour revenir au sujet principal, la réalité c'est que le marché est constitué donc d'acheteurs et de vendeurs. Il n'y a, et ça c'est très important, il n'y a que deux types d'ordres possibles sur les marchés. Ou en tout cas tous les types d'ordres différents, parce que parfois tu as des ordres un peu complexes qui sont utilisés par les institutions, mais ils découlent tous de deux types d'ordres, qui sont, tu les connais, le market orders, donc c'est pas facile d'écrire avec la souris, donc l'ordre au marché, au prix du marché, donc ça, cet ordre-là, tu vas simplement exécuter ta position au prix actuel du marché. Alors le prix actuel du marché, tu le sais peut-être, tu as l'offre et la demande, le bid et le ask, donc tu as un prix, si je vais traduire, donc on va dire, il y a l'offre et la demande, la demande, donc c'est le ask, l'offre c'est le bid, d'accord, donc ça c'est au-dessus c'est en français, en dessous c'est en anglais. Donc tu as l'offre et la demande, tu as un prix d'offre, tu as un prix de demande, et donc souvent le prix d'offre il est là, le prix de demande est là. Tu as un spread entre les deux, donc c'est l'écart entre le prix d'achat et de vente. Le spread c'est entre guillemets
la commission, si je veux vulgariser, que va prendre l'intermédiaire de l'échange, et c'est comme ça qu'il se fait de la thune en fait. Lui, on va généralement dire qu'il a un delta neutre. Le delta neutre, si je dis pas de bêtises, attention, peut-être que je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais si je dis pas de bêtises, une stratégie delta neutre, ça veut dire que c'est on va dire c'est un acteur de marché qui n'est pas directionnel. Donc lui, il va gagner de l'argent si le prix ne bouge pas. Ok ? Et donc tu vas me dire, mais comment il gagne de l'argent? Parce que le trader a besoin que le prix aille dans une direction ou l'autre. Le trader, oui, le trader fait entre guillemets du directionnel. Je dis entre guillemets parce que c'est à nuancer, mais le trader, entre guillemets, profite des mouvements de prix. Lui profite du spread. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait un spread, enfin le spread est tout le temps là, mais je veux dire, c'est plus à son avantage quand le prix ne bouge pas. Parce qu'il va tirer parti du spread en fait, achat à vente, et il va fournir des liquidités. Enfin ça, du coup, dans ce cas-ci, c'est un market maker. Mais bref. Je suis en train de m'éloigner un peu, mais donc retiens simplement qu'il y a les ordres au marché, et puis tu les connais, il y a les ordres limites. Okay, donc tu as les market orders et les limit orders. Alors déjà, ça peut être intéressant parce que j'adore interagir avec la personne qui m'écoute, donc toi. De ces deux types d'ordres, okay, un ordre au marché, un ordre limite, lequel des deux fait bouger les marchés? Alors là, je te laisse un peu de temps pour répondre, je te donne la réponse quand même. Si tu veux pas, fais pause et réfléchis, mais... des deux types d'ordres, ce sont les market orders qui font bouger les marchés, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les ordres limites, tu le sais sûrement, sont des ordres en attente. Ça veut dire que, imaginons que je dessine un graphique, ok. Donc, enfin, imaginons sur une courbe de prix, ok. Imaginons que certaines personnes se disent, tiens, je pense que le prix va redescendre, venir ici, et puis rebondir, et former un support. Donc peut-être qu'il va y avoir des ordres d'achat en attente ici. Donc du coup, tu vas avoir un buy limit. Un buy limit qui dit, quand le prix arrive à ce niveau-là, je veux être exécuté à l'achat. Ou peut-être que des personnes se disent, non, moi je pense que le prix va encore un peu monter jusque peut-être là. Et donc elles vont placer un sell limit. En mode, tiens, le prix va rejoindre ce niveau-là, et puis je vais pouvoir vendre, et puis après on continue, ok ? Et puis alors, parmi tout ça, il y a aussi les personnes qui, quand le prix va faire son chemin, donc imaginons le prix descend, il va enclencher ses ordres limites, ok, donc il y a des personnes qui vont rentrer, puis le prix du coup rebondit en réaction en fait, parce que on était sur de la vente. Si je veux parler un peu en langage simplifié, on va dire que le flux, bon c'est pas totalement vrai ce que je dis, mais on va dire que le flux d'ordre était vendeur, ça veut dire qu'il y avait plus... Apparemment, en tout cas, je vais plutôt parler comme ça, il y avait une pression à la vente plus importante, le prix se déprécie. Okay. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus d'ordres de vente, mais il y avait une pression à la vente, okay. Le prix se déprécie, arrive à ce niveau-là, et comme tous ces ordres en attente, qui étaient des ordres d'achat, sont enclenchés, eh bien, si je veux le dire comme ça, la pression acheteuse, la pression à l'achat, a pris le dessus sur la pression vendeuse. Il y avait plus de pression à l'achat que de pression à la vente, et donc le prix rebondit. Et puis il y a aussi ceux qui entrent avec des market orders, okay. Et ceux qui entrent avec des market orders, du coup, vont simplement accentuer le mouvement et simplement en fait sauter sur le rebond du prix et ça va continuer le prix. Mais donc, ça ne dit pas pourquoi le prix bouge par rapport aux market orders, parce que là tu vas me dire oui, mais là ce que tu dis c'est que les market orders ils sont enclenchés ici et en réalité c'est les limit orders qui font bouger le prix. Non, parce que les limit orders dont j'ai parlé, les ordres limites, c'est ce qui a causé le rebond sur ce niveau-là. Retiens bien ça, c'est les ordres limites sont ce qui a causé le rebond à ce niveau-là. Mais ils ne sont pas ce qui a causé la chute du prix jusqu'à ce niveau-là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un ordre limite est un ordre en attente, ce n'est pas un ordre qui est exécuté. Sauf que pour que le prix bouge, et là et c'est là maintenant où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer juste c'est une mini parenthèse d'économie, si tu la connais déjà, avance un peu dans la vidéo, mais donc il faut savoir que n'importe quel marché, j'insiste là-dessus, sur n'importe quel marché, bon, on pourrait aussi nuancer, mais bon, on retient ça comme ça. Sur n'importe quel marché, le prix bouge en fonction de l'offre et de la demande. Okay, si tu as déjà eu un cours d'économie, ok, tu connais sûrement ce graphique très simple. Tchac, tchac. Bon, c'est vraiment très simplifié, mais où à gauche, tu as les prix. Ok, et sur l'axe vertical, tu as les prix. Et en dessous, tu as les quantités. Tu as un prix d'équilibre pour une certaine quantité d'équilibre. Ok, et tu as la courbe d'offre et la courbe de demande. D'accord ? Si, imaginons, je sais pas moi, je vais prendre le marché du pétrole, ok. Imagine le marché du pétrole, c'est le plus simple. Tu le sais peut-être, mais quand du coup il y a comment on appelle ça, j'ai le mot en anglais mais pas en français. Bref, quand il y a
pas assez d'offres, ok, on va dire. Donc imaginons, je sais pas moi, il y a 1 million de barils de pétrole qui sont proposés sur le marché, et en réalité, il y a les acheteurs de pétrole veulent acheter 2 millions de barils. Bah, du coup, il n'y a pas assez d'offres, ok. Donc imaginons qu'avant c'était à l'équilibre, il y avait 2 millions pour l'offre, 2 millions pour la demande, ok, retiens bien ça, 2 millions d'offres, 2 millions de demandes. Donc c'était à ce niveau-là, ok. On était à 2 millions. Imaginons maintenant que la quantité offerte diminue, donc ça veut dire que la courbe, elle va reculer vers la gauche, ok, parce que ça c'est les quantités. Donc si maintenant les quantités augmentent par là, les quantités diminuent par là, la courbe va reculer, et imaginons elle recule jusqu'à, disons, 1 million pour le prix actuel. Elle recule jusqu'à 1 million. Le problème c'est que à ces 1 million là, ok, en quantité, le prix, et c'est là où il faut bien que tu me suives, donc imaginons l'offre recule à 1 million, le problème c'est que il n'y a pas assez pour tout le monde, ok. Et donc pour quelque part désister certains acheteurs, donc certains demandeurs de pétrole d'acheter, on va augmenter les prix. Et donc le nouveau prix d'équilibre, il va se situer ici. Okay, donc tu vois ici, de nouveau, là j'ai dit à gauche on diminue les quantités, à droite on augmente les quantités, et ici du coup, le prix va diminuer, le prix va augmenter. Et donc ici tu vois que le prix augmente. Et là où on était peut-être, je sais pas moi, à 50 $ le baril, ok, et là on passe à 60 $ le baril. Ok, mais donc cette dynamique simple, alors bon c'est peut-être un peu compliqué, je l'explique peut-être pas super bien, mais sinon je t'invite simplement à taper loi de l'offre et de la demande sur Google et juste tu lis un article ou quoi qui t'explique ça mieux que moi. Mais disons simplement, retiens juste que quand l'offre et la demande sont à l'équilibre, le prix ne bouge pas. Okay, donc tu te souviens ici c'était les prix, d'accord. Quand l'offre et la demande sont à l'équilibre, le prix ne bouge pas. C'est s'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, et tu te souviens, j'ai parlé tantôt de l'offre et la demande, le bid et le ask, donc l'offre, la demande, le ask si tu préfères, ou le bid, bon c'est bizarre un peu comme ça, mais ok. Ou disons simplement que la demande, c'est les acheteurs, c'est le buy, ok. Et l'offre, c'est les vendeurs, c'est le sell, ok. Et donc, par exemple, quand tu mets un buy limit, tu es un acheteur, tu cherches à acheter. Quand tu mets un sell limit, tu es un vendeur, tu cherches à vendre. Et du coup, tu es du côté de l'offre, tu es du côté de la demande. Pourquoi j'ai mis un B? C'était un D, pardon. Offre, demande, bid, ask, voilà. Ok. Mais donc, disons que je t'ai dit au début de la vidéo que quand on dit, oui, tiens, le nombre d'acheteurs est plus important que le nombre de vendeurs, donc acheteur, vendeur, c'est faux. Puisqu'il est tout le temps à l'équilibre. En tout cas, il tend toujours vers l'équilibre. Et donc, ce qui va se passer, et retiens vraiment bien cette phrase, c'est que le prix va bouger quand le marché est en déséquilibre. Quand le nombre d'acheteurs n'est plus égal au nombre de vendeurs. Okay, ou formulé autrement, quand l'un des deux prend le dessus. Donc, imaginons maintenant, comme je te l'ai dit, l'offre diminue. Si l'offre diminue, donc elle se déplace vers la gauche, ça veut dire que le nombre de vendeurs diminue. C'est avec l'exemple du pétrole, donc il y a moins de barils en circulation. Mais pourtant, la demande n'a pas bougé. Et donc à ce moment-là, le prix va augmenter. Et donc si je reprends les marchés financiers, j'espère que tu comprends bien ça, je vais le dessiner à côté, comme ça je te laisse le dessin. La plupart du temps, et ça tu le sais sûrement, le marché n'est pas en tendance. 2/3 du temps, même peut-être plus, le marché est entre guillemets en range. Okay, ça ne veut pas dire qu'il ne bouge pas, le prix n'est jamais fixe, mais il fluctue autour d'un niveau. Okay, ça veut dire que il y a un peu de pression à l'achat, il y a un peu de pression à la vente, il y a un peu de pression à l'achat, il y a un peu de pression à la vente. On est à un juste prix, à une juste valeur, ok. Et puis de temps en temps, après une annonce économique, un truc ou quoi, tu vas voir une explosion du prix. À ce moment-là, ce qui se passe, et après je parlerai du carnet d'ordre, etc., parce que c'est important, mais à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a énormément d'ordres au marché qui vont être exécutés. Okay, et il y a énormément d'ordres limites qui vont être retirés. Donc là, je parle par exemple dans le cas d'une annonce économique. Donc, je vais l'expliquer après, mais retiens simplement que donc il y a énormément, enfin je vais détailler après, mais retiens simplement qu'il y a énormément d'ordres limites qui vont être retirés. Donc imaginons ici, je vais te le mettre en bleu par exemple. Il y avait plein de, je sais pas moi, d'ordres en attente là au-dessus, tu vois. Eh bien, il y a une grande partie de ces ordres-là qui vont être enlevés. Ok, donc je les enlève comme ça par exemple, voilà. Il ne reste plus que ceux-là. Et en même temps, quand l'annonce économique sort, il y a plein d'ordres au marché qui sont exécutés. Bon, ceux-là en réalité, ils sont pas vraiment en attente. Je vais faire des points, voilà. Il y a plein d'ordres au marché qui sont exécutés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme je te l'ai dit, pour tout acheteur, il faut un vendeur. Donc imaginons quelqu'un dit, tiens, je veux acheter à ce niveau-là de prix. Donc imaginons ici, tu as les prix, ok. C'est censé être un graphique, hein. Donc tu as les prix, ok. Quelqu'un dit, je veux acheter à ce niveau-là de prix. Et quelqu'un d'autre, je vais plutôt le mettre à droite. On va y arriver, hein, c'est vraiment pas évident. Donc quelqu'un dit, je veux acheter à ce niveau-là. Et quelqu'un dit, non, moi je veux vendre à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, lui, il veut vendre à ce niveau-là. Lui, il veut vendre à ce niveau-là. Lui, il veut vendre à ce niveau-là. Et donc imaginons que lui,
il propose de vendre 200 unités, lui il en vend, je sais pas moi, 600, et lui il en vend 200. Okay, et lui il dit moi je vais en acheter 1000. Ben, ce qui va se passer, le problème c'est que pour acheter ces 1000, il va pas attendre de trouver quelqu'un qui veut vendre 1000 tout pile. Non, ce qui va se passer, et ça c'est le rôle de l'intermédiaire sur les marchés, c'est qu'il va mettre en relation l'acheteur et le vendeur. Donc on a un acheteur qui veut acheter 1000 et on a 3 vendeurs qui veulent vendre 200, 600 et 200. Au total ça fait 1000. Et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va entre guillemets répondre à la demande de ce monsieur en lui fournissant avec ces 3 personnes-là. Sauf que ce qui va se passer, c'est que ces gens-là veulent vendre à des prix différents. Et donc lui, il va être exécuté, enfin en tout cas au moment où il va être exécuté, ce qui va se passer, c'est que le prix va monter. Parce qu'en fait, il va y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande assez important. Parce que du coup, la demande, elle est de 1000. En fait, si je reprends l'exemple au prix de 200, donc lui, il dit, voilà, moi je vends 200 à ce prix-là. Et lui, il dit, moi je veux acheter 1000, bon, pas vraiment à ce prix-là, parce que du coup, c'est un ordre marché, mais au prix qui est disponible. Bah, du coup, tu t'en doutes, le prix, il est là. Mais donc, il va être fourni que de 200. Donc, on va lui donner 200. Ok, mais dans tous les cas, tu vois qu'il y a un déséquilibre puisqu'on a 1000 et 200. Donc, ça veut dire que ici la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Ok, si je devais le faire comme ça, la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Quand la demande est beaucoup plus importante que l'offre, retiens juste ça, le prix va monter. Quand l'offre est plus importante que la demande, le prix va chuter. Ok, mais donc, le prix va monter jusqu'à ce qu'il trouve un autre niveau d'équilibre. Ah, tiens, lui, il vend 600 à ce prix-là. Cool. Et donc du coup là on a hop, 600, cool, on est à 800. Et puis de nouveau, donc en gros il y a un déséquilibre, puis un équilibre, et puis déséquilibre, hop, équilibre. Et en gros ce que tu vas voir se passer, je vais te faire un graphique, c'est beaucoup plus simple. Donc tu as une range, bam, le prix explose. Ce qui va se passer en fait c'est que tous les... Et c'est là où c'est important de regarder un carnet d'ordre, enfin pas nécessairement en tant que stratégie de trading, mais disons simplement de comprendre le fonctionnement du carnet d'ordre, c'est que... le prix, au moment où une annonce économique sort, donc ici tu as une annonce économique qui sort, la perception des investisseurs quant à la valeur de l'actif va changer. Ça tu le sais sûrement, imaginons, tiens, il y a les données CPI qui sortent, imaginons ici on soit sur l'euro-dollar, ok. Il y a les données CPI qui sortent et elles sont beaucoup plus faibles que prévu, donc ça veut dire que la Fed va peut-être baisser ses taux plus tôt que prévu, donc c'est dovish du côté de la Fed, et donc c'est bearish pour le dollar, et donc c'est bullish pour l'euro, cool, bam, le prix explose, cool. Parce que les gens achètent, parce qu'ils considèrent que, tiens, on était à, je sais pas moi, 1.08, et en fait la juste valeur, compte tenu des récentes données, c'est 1.09, donc on va chercher à on va acheter tout simplement parce que l'euro n'est plus, il est sous-évalué par rapport à sa juste valeur compte tenu de l'environnement macroéconomique. Cool. Ça c'est entre guillemets la raison pour laquelle les gens achètent. Mais au niveau de la dynamique du marché, la raison pour laquelle le prix va s'apprécier, c'est que non seulement, tu te souviens, je t'ai parlé tantôt de l'intermédiaire sur le marché, le mec qui a un delta neutre et qui veut pas que le prix bouge. Tu t'en doutes, si une annonce économique comme le CPI sort à 14h30, je sais pas moi, un jeudi, le gars il va retirer... le problème c'est que je t'ai pas expliqué un autre truc, mais c'est pas grave. Mais disons simplement que le mec fournit des liquidités et donc a des ordres au-dessus et en dessous du niveau actuel du prix. Et quand il y a, et comme je te l'ai dit, en fait, il faut pas que le prix dévie trop comme ça de ces ordres-là. Lui, il veut juste que ça rebondisse. Et puis il capture le spread. Le problème, c'est que si le prix s'envole complètement, lui, ça va lui faire perdre de l'argent. Donc à ce moment-là, il va retirer en fait ses ordres, il va retirer son argent, sa liquidité. Et ce qu'on appelle la liquidité, en fait, si tu l'as pas encore compris, c'est les ordres limites en attente. C'est pas les ordres du marché, c'est pas les market orders, c'est les ordres limites, parce que c'est ça qui fournit la liquidité. Et donc il va les retirer avec tu te souviens le dessin que je t'avais fait, donc il va en enlever quelques-uns, mais le problème c'est que s'il retire de la liquidité au-dessus par exemple du niveau actuel du prix, il y a moins d'ordres pour absorber la pression acheteuse, puisque du coup là à ce moment-là, l'annonce sort, il y a plein d'ordres au prix du marché qui sont exécutés, les gens spamment le bouton achat. Donc du coup le prix va chercher, en fait, il va vider tout simplement le carnet d'ordre, mais pour tout acheteur il faut une contrepartie vendeuse, ça je te l'ai dit. Et donc ce qu'on observe, si je reprends la dynamique de l'offre et la demande, c'est que la demande devient énorme, ok, mais l'offre, non seulement les fournisseurs de liquidités se sont barrés pour pas perdre de l'argent parce qu'ils sont delta neutres, mais en plus du coup en fait il n'y a plus vraiment d'ordre limite en attente pour absorber cette grande demande. Donc imaginons que tu es 10 000 de ce côté-là, et puis tu n'es plus que 1000 de ce côté-là. Et du coup, s'il y a 1000 ici, il faut aller chercher encore plus haut pour en gros, le prix va s'apprécier jusqu'à ce que tous les ordres au marché seront absorbés. Pour le formuler autrement, j'avoue que c'est vraiment, là, ce que je te fais, c'est de la bro-science, de la bro-explication, parce que j'omets plein de détails et il y a peut-être des choses fausses que je dis en cours de chemin, mais le but, c'est pas vraiment d'être... correct sur tout ce que je dis, c'est que tu comprennes la dynamique. Genre vraiment là j'essaye de faire en sorte que tu comprennes.
Une autre façon de le dire, c'est que quand tu as un ordre limite, ok, tu es un, si je dis pas de bêtises, non attends, je vais dire des bêtises donc je vais pas le dire, mais donc quand tu exécutes un ordre au prix du marché, ce que tu dis en fait au courtier, c'est ben, je veux acheter, ok, imaginons, donc tu anticipes une hausse du prix, je veux acheter à n'importe quel prix disponible. C'est vraiment ça que tu lui dis, c'est à n'importe quel prix disponible. Sachant que le prix, tu te souviens, est déterminé par l'interaction entre l'offre et la demande. Tu te souviens, je t'avais fait le graphique, mais donc si par exemple l'offre, donc ici, et la demande ici, l'offre augmente, ok, ben, le prix, tu le vois, il va chuter. Le prix est sur l'axe à gauche. Et en fait, oui, le prix, ça va toujours être l'intersection entre les deux axes. Donc ici, si je fais un petit 1, on était là. Si l'offre augmente, donc la courbe se déplace vers la droite, ok, ça c'est la courbe. Voilà. Si l'offre augmente, ok, le prix, tu le vois, enfin le nouveau point d'équilibre il va être là, mais donc le prix, si je fais un axe ici, ok, il est plus bas. A l'inverse, si l'offre diminue, et c'est notre exemple ici, si l'offre diminue, donc va vers la gauche, le prix va augmenter. Et donc ici, tu vois bien que l'offre diminue, le nombre de personnes qui veulent vendre diminue. Enfin, c'est pas vraiment le nombre, mais la pression vendeuse diminue, la pression acheteuse augmente, c'est pour ça que le prix s'apprécie. Mais donc ça, c'est simplement ce qui détermine le prix. Mais dans tout ça, dans la cotation, si j'ai envie de dire, le bid-ask et le spread et toutes ces... Enfin bref, le prix qui est affiché en temps réel, ok. Le taux de change d'ailleurs, si on parle en termes de devises et d'euro-dollar. Avec ce prix... Okay, il y a aussi des personnes qui vont se positionner. Tu vas avoir les ordres limites, tu vas avoir les ordres market. Et donc les market orders vont littéralement aller chercher ce qu'on pourrait appeler la liquidité qui sont les limit orders, qui sont placés par exemple tout ici, jusqu'à ce que y ait de nouveau cet équilibre. Jusqu'à ce que le nombre, si je peux vulgariser comme ça, le nombre d'acheteurs équilibre le nombre de vendeurs. Ou plutôt, non, je devrais plutôt le dire comme ça, la demande équilibre l'offre. Et donc voilà, parce que là j'ai dit beaucoup de choses, peut-être que c'est beaucoup d'informations pour toi, mais pour vraiment simplifier, et après je vais te dire peut-être quelques termes, on va dire des mots que tu peux aller chercher sur internet pour te renseigner sur le sujet, pour en apprendre davantage, parce que je ne suis pas toujours le meilleur, j'ai pas toujours la meilleure façon d'expliquer les choses. Mais si tu devais vraiment le retenir, voilà, si tu devais retenir une chose de cette vidéo pour simplifier et pour résumer, les marchés généralement bougent en range. Okay, de temps en temps, tu vas avoir des grosses spikes de prix et puis de nouveau une range et puis, enfin bref, t'as capté. Ça, c'est fractal, c'est sur toutes les unités de temps, etc. Okay, quand le marché est comme ça, okay, donc en range, l'offre équilibre la demande, okay, plus ou moins. Quand le marché, par exemple, s'apprécie violemment, l'offre, okay, est inférieure à la demande. Il y a une hausse de la demande et généralement c'est causé par une annonce économique, d'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, juste avant une annonce économique, les market makers en fait vont retirer la plupart des ordres limites qu'ils ont positionnés, ils vont retirer des liquidités, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus aucune barrière au prix pour s'apprécier. Si tu devais dessiner un carnet d'ordre, je sais plus très bien comment c'est, mais donc là, tu as les pressions acheteuses, les pressions vendeuses, je crois que c'est dans ce sens-là, ou l'inverse, bref. Donc on va dire que là, tu as l'achat et là, tu as la vente, ok, donc tu as les ordres limites. Il va y avoir énormément d'ordres ici qui vont être positionnés, non seulement des ordres limites, mais aussi des ordres au prix du marché, mais du coup, les ordres au truc du marché, ils sont pas dans le carnet d'ordre. Et tu vas avoir du coup beaucoup moins d'ordres ici. Et donc du coup, comme je te l'ai dit, le prix va s'apprécier, jusqu'à ce que de nouveau, l'offre équilibre la demande. Okay. Et à l'inverse, quand le prix chute, c'est que du coup l'offre est supérieure à la demande, okay, et du coup tu as de la pression vendeuse. Ça c'est juste un principe d'économie de base, c'est la loi de l'offre et la demande, c'est tout simple. Okay. Et parmi tout ça, je t'ai introduit les acteurs du marché, mais donc je te l'ai déjà dit ici, tu as en fait les ordres limites qui vont constituer, en fait je pourrais quelque part dire que les ordres limites font la structure du marché. La structure dans le sens où c'est comme si c'était une énorme poule, donc poule, pas l'animal mais P-O-L, un énorme bassin, voilà, dans lequel, en fait, tu as une ligne, qui est le prix, et tu as des ordres positionnés un peu partout. Tu as déjà sûrement joué au jeu Snake, tu vois, le jeu Snake sur les Nokia, là, avec le serpent, etc. Et c'est comme si le prix, en fait, se baladait sur base, du coup, des ordres au marché. En fait, les gens qui disent « je veux acheter, je veux vendre, je veux acheter, je veux vendre ». Et de temps en temps, en fait, tu arrives à choper un ordre limite au passage. Donc, oh, je veux acheter. Donc, un mec exécute un ordre au marché, quelque part qui est pris par la contrepartie d'un ordre limite en fait. L'ordre au marché va prendre la liquidité de l'ordre limite, si je peux dire ça comme ça. Et puis le prix va monter. Et puis hop, tu vas avaler un ordre limite en fait. Tu vas avaler un ordre limite. Enfin bon, je sais pas si c'est la meilleure explication possible. Mais bref, j'espère que tu as compris. Laisse-moi réfléchir, est-ce que j'ai tout couvert? Ouais, je pense. De toute façon, au pire, je ferai d'autres vidéos sur le sujet. Je sais que c'était un peu brouillon, mais retiens simplement que le prix alterne entre des phases d'équilibre,
où le marché est à l'équilibre, et des phases de déséquilibre, où du coup, l'un des deux, l'offre ou la demande, prend le dessus. Et la raison, et ça c'est pour ça que je traite de l'analyse fondamentale, mais la raison en fait pour laquelle on a ces déséquilibres de marché à court terme, c'est que tu as les annonces économiques, tu as le fondamental, tu as l'environnement macro. Et l'environnement macro, toute la base de l'analyse fondamentale, c'est justement de trouver la juste valeur d'un actif. Si on parle par exemple d'analyse fondamentale sur le marché des indices, enfin pas les indices mais sur le marché boursier avec les actions, l'analyse fondamentale c'est littéralement quand tu vas prendre les rapports des entreprises, etc. et essayer de donner une valeur à l'entreprise. Et par rapport à ça, te dire, tiens, est-ce que j'ai envie d'acheter les actions de cette entreprise ou les vendre? Et l'analyse fondamentale sur, par exemple, un marché comme les devises, c'est à peu près la même chose, sauf que là, tu vas pas trader des actions des entreprises, tu vas trader simplement une monnaie, l'euro, par exemple, contre le dollar. Et tout le défi que ça va être, c'est littéralement de dire, tiens, par rapport au taux de change en vigueur, par rapport à la valeur de cotation de l'euro USD, je sais pas moi, imaginons on est à 1,08, est-ce que 1,08, c'est la juste valeur de l'euro par rapport au dollar compte tenu de l'environnement macroéconomique actuel? Et puis alors, tu as, on va dire, 4 éléments principaux pour évaluer la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Tu vas avoir l'inflation, tu vas avoir l'emploi, tu vas avoir l'activité, puis alors tu vas aussi avoir un peu la balance commerciale. Mais voilà. Et ça, c'est les 4 trucs. Si tu sais évaluer la situation d'une économie par rapport à son inflation, son emploi, son activité et sa balance commerciale, ou le commerce international, à ce moment-là, tu évalues donc l'économie de la zone euro, tu évalues l'économie des États-Unis, et puis tu regardes entre les deux, lequel est le meilleur, entre guillemets. Entre guillemets. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Il y a les politiques monétaires qui rentrent en jeu, et les politiques fiscales, etc. Mais bref. Et donc c'est littéralement ça, le but de l'analyse fondamentale, c'est de dire, tiens, est-ce que la devise est à sa juste valeur? Et en temps normal, le prix est à sa juste valeur. Mais quand une grosse annonce économique sort, un CPI, un rapport NFP, je sais pas moi, une décision de politique monétaire, ça change la perception des investisseurs quant à la juste valeur de la devise en question par rapport à l'autre. Et donc à ce moment-là, ils vont se dire, ah tiens, l'euro est sous-évalué par rapport au dollar, parce que ce que, je sais pas moi, Powell vient de dire, fait que ça, ou parce que le CPI qui vient de sortir fait que blablabla. Et à ce moment-là, la perception des investisseurs va changer, et ils vont se mettre à changer leur positionnement, tout simplement. Acheter, vendre, en fonction de la data, ou en fonction de l'annonce économique, le rapport, le je sais pas quoi, le machin, le discours. Et le prix va par exemple s'apprécier. Mais donc c'est littéralement parce qu'il y a, comme je l'ai dit, ce déséquilibre. En fait, à ce moment-là, donc là tout le monde était plus ou moins d'accord sur le prix, et puis à ce moment-là, en fait, les gens se sont dit, tu sais quoi, non, on a envie d'acheter. Et donc il y a plein de gens qui veulent acheter, la demande augmente, et l'offre, c'est pas qu'elle reste la même, c'est même qu'elle diminue, parce que les market makers se cassent parce qu'ils savent qu'il y a une annonce économique et ils enlèvent leur liquidité, tu vois. Donc il n'y a plus rien pour faire barrière au prix. Donc le prix s'apprécie, s'apprécie, s'apprécie. Et puis après, il retrouve un équilibre. Et puis parfois, du coup, il va se retracer. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir que le prix souvent réagit à certaines zones, parce qu'en réalité, ces zones, c'est les zones auxquelles, pendant l'annonce économique, il y a ceux qui sont entrés avec des ordres au marché, mais il y a aussi ceux qui sont entrés avec des ordres limites, enfin du coup, qui ne sont pas entrés. Et donc il va y avoir tout un tas d'ordres en attente, qui vont chercher à... Enfin, t'as les personnes qui vont trader la nouvelle, acheter. Et puis en fait, quand le prix va revenir, les personnes qui ont acheté ici vont avoir tendance à défendre en fait leur position. On parle des institutions, bien sûr. Et donc, pour défendre leur position, pour éviter que le prix chute et enclenche leur stop, qui est souvent positionné juste derrière le point de départ, elles vont placer des ordres ici, limites, et racheter. Et donc, tu vas voir souvent le prix qui va chuter, chuter, chuter. Et puis, on va de nouveau avoir une phase où l'offre et la demande est équilibrée. Et c'est souvent dans ces zones-là, d'ailleurs, que les institutions vont accumuler des positions. Mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. C'est genre comment les institutions se positionnent, parce que tu t'en doutes, en fait, quand tu es une institution et que tu veux placer plusieurs millions sur les marchés, tu peux pas juste acheter comme ça, ou en tout cas, tu peux pas juste placer un ordre dans le carnet d'ordre. Parce que imagine maintenant, tu mets ton ordre de 100 millions de dollars dans le carnet d'ordre, à tel niveau de prix, tout le monde va le voir et les gens vont commencer à se dire, tiens, en fait, il y a une institution qui veut se positionner à ce niveau-là, donc ça veut dire que c'est un niveau de prix intéressant, tiens, pourquoi elle veut faire ça, etc. Et ça donne des indices, et le but, c'est justement de cacher cette information-là. Donc pour éviter de te faire front-run, tu vas, c'est un mot aussi intéressant, ça, que tu peux aller regarder, le front-run. Pour éviter de te faire front-run, tu vas pas montrer ton ordre, ou alors, donc tu vas le split, par exemple, en plusieurs ordres, ou alors, enfin bon, il y a plein de stratégies que les institutions vont avoir tendance à utiliser, mais quand tu comprends les contraintes que les institutions ont pour se positionner sur les marchés financiers, déjà il y a le spread, enfin pas le spread, mais dans le sens où si une institution exécute une très très grosse position, le problème c'est que elle veut avoir les frais les plus petits possibles, et donc le simple fait d'exécuter cette grosse position va faire que pour le dire simplement, en fait, elle va payer plus de frais que si elle exécutait plusieurs petites positions.
Et pour éviter d'avoir ces frais très importants, bah, du coup voilà. Sur les marchés très peu liquides, en fait, ça va se voir. Par exemple, imagine maintenant, demain, une institution va acheter 1 milliard de bitcoin, comme c'est un marché qui est pas très liquide, bah, ça va faire monter le prix de peut-être je sais pas combien de pourcents. Mais le problème, c'est que sa position, du coup, je te l'avais dit tantôt, mais ça va pas être, oh, il y a une personne qui veut acheter 1 million ou 1 milliard. Il y a une personne qui veut acheter 1 milliard, donc c'est facile, juste tu mets l'acheteur et le vendeur. Non, souvent, bah, c'est plein de petits ordres en fait qui sont au-dessus, et donc elle va aller chercher tous ces ordres-là. Enfin, chercher, c'est un grand mot, mais c'est simplement l'intermédiaire va trouver la contrepartie pour elle et elle va mettre l'acheteur en relation avec toutes ces personnes-là. Mais le problème, c'est qu'elle va être exécutée à des niveaux de prix différents. Et donc, elle va se retrouver à la seconde où elle a acheté, déjà à un prix plus haut et aussi avec une perte latente. Parce qu'elle a payé les frais, le spread, etc. Et c'est pas intéressant pour une institution qui veut du coup les frais les moins élevés possibles. Donc, à ce moment-là, elle va utiliser toutes des stratégies. Mais bon, ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que je me suis pas trop embrouillé. En tout cas, dans tous les cas, même si t'as pas tout compris, comme je te l'ai dit, je vais te donner juste quelques termes clés que tu peux aller chercher. Donc le premier, je dirais que c'est de te renseigner sur la loi de l'offre et de la demande. C'est vraiment le truc de base textbook que tu vas apprendre en économie, mais c'est important pour comprendre comment un marché bouge. La plupart des gens savent. En fait, la plupart des gens vont continuer à faire l'erreur de dire, je vais me mettre en rang parce que j'ai plus besoin d'écran. La plupart des gens vont continuer à faire l'erreur de dire que les marchés bougent parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Non, c'est pas vrai. Et puis même si, imaginons, la pression acheteuse est plus élevée que la pression vendeuse, ça veut pas nécessairement dire que le nombre d'acheteurs est plus élevé. Parce que tu peux très bien avoir un acheteur qui achète, je sais pas moi, 100 millions de dollars, et puis 100 vendeurs qui vont vendre 1 million de dollars, tu vois. Il y aura les deux vont interagir ensemble, mais du coup, tu vois que on parle pas de nombre d'acheteurs, parce que si tu dis nombre d'acheteurs, c'est genre le nombre de traders, le nombre d'acteurs présents sur les marchés. Et c'est pas parce que, par exemple, imaginons cet été, tu vois des grandes fluctuations de prix, parce que la liquidité est faible sur les marchés, donc il y a beaucoup de volatilité, ce qui est possible, comme l'année passée. C'est pas parce que tu vois un énorme mouvement de prix à la hausse, qu'il y avait plus d'acheteurs, c'est même plutôt l'inverse, parce que du coup la plupart des traders institutionnels sont en vacances. Tout le monde le sait, mais la liquidité sur les marchés pendant les grandes vacances diminue. Et donc ce serait faux de dire que oh tiens, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Si tu compares à pendant l'année, en fait non, sur ce mouvement-là, il y a moins d'acheteurs et de vendeurs, enfin il y a moins des deux côtés. Donc ça déjà, c'est un truc qu'il faut vraiment enlever, c'est quand le prix monte ou descend, ça ne veut pas parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Non, les acheteurs et les vendeurs sont toujours à l'équilibre. Parce que du coup, pour qu'il y ait un échange, il faut une contrepartie à chaque fois. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la pression acheteuse ou la pression vendeuse peut être plus élevée ou plus faible. Et alors, retiens aussi que... donc, renseigne-toi simplement déjà sur la loi de l'offre et la demande. Ça, c'est vraiment un premier point. Je pense que c'est le... Si tu connais pas la loi de l'offre et la demande, non pas que tu peux pas trader les marchés financiers, mais j'ai du mal à concevoir ce que tu comprends des marchés. Ça veut pas dire que tu sais pas trader ou que tu peux pas trader, etc. Bien évidemment, si tu maîtrises tous les autres paramètres du trading, bien évidemment, mais je pense que c'est important de savoir ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on fait et de comprendre pourquoi le prix monte ou descend. D'un point de vue technique, là je parle pas d'un point de vue fondamental. Ok, donc ça c'est une première chose. Renseigne-toi aussi sur les market makers, c'est très important. Ok, donc ça, je peux pas te donner, enfin je pourrais te donner des sources. Enfin en vrai, je donne pas mal d'éléments où je partage pas mal d'articles dans la communauté, qui est complètement gratuite, qui s'appelle étudiant, en fait comme dans la série étudiant à Trader Pro, mais bref, ça c'est un détail, mais si jamais, je sais que j'ai déjà partagé des trucs sur les market makers, il y a d'autres membres de la communauté qui ont partagé des trucs sur les market makers, donc ça c'est si jamais tu vas les regarder, mais du coup, renseigne-toi sur les market makers, renseigne-toi aussi peut-être sur les institutions, mais pas le truc genre smart money, machin, non, vraiment les institutions, comment elles tradent, les institutions font très peu de directionnel, les institutions utilisent d'autres stratégies de trading, qui n'ont rien à voir en fait avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Genre elles sont pas là sur des graphiques à 1 minute à essayer de faire du scalping. Genre non, ça c'est non. Donc renseigne-toi sur les institutions, comment elles gagnent leur argent. Renseigne-toi sur deux termes aussi qui peuvent être intéressants. Renseigne-toi sur les banques d'investissement, donc les investment banks, et renseigne-toi sur la gestion d'actifs. Donc c'est le asset management. C'est deux structures financières différentes, deux institutions différentes, mais en fait si tu te renseignes un peu là-dessus. Donc asset management et qu'est-ce que je viens de dire, investment banking, banque d'investissement et gestion d'actifs, tu remarqueras en fait que ça n'a rien à voir avec notre trading. Le trading que nous, les retail, on fait, ça n'a rien à voir. Alors bien évidemment, parce qu'elles ont des moyens différents, mais je veux dire même dans leur approche des marchés, elles ne pourraient pas gagner de l'argent si elles cherchaient à trader comme nous. Et on ne pourrait pas gagner de l'argent si on cherchait à trader comme elles. Donc c'est vraiment important à comprendre ça parce que commencer à dire je vais trader comme les institutions, ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'une institution, par définition, ne va pas nécessairement faire de directionnel.
Donc ça, c'est important à comprendre. Alors que toi, tu vas justement chercher à buy low, sell high, etc. Donc déjà, c'est important. Renseigne-toi aussi sur, donc je t'ai dit les market makers, renseigne-toi sur le delta, ce que c'est le delta, renseigne-toi sur le spread, renseigne-toi sur l'offre et la demande, j'ai déjà dit, le bid, le ask, qu'est-ce qui fait le prix, qu'est-ce qui fait une cotation sur un marché, qu'est-ce que c'est véritablement le taux de change, parce que les gens savent ce que c'est le taux de change, mais c'est quoi le taux de change entre deux devises? Et alors là, tu vas plonger dans l'analyse fondamentale. Si maintenant tu es intéressé par l'analyse fondamentale, tu peux te renseigner sur les thèmes que j'ai abordés, inflation, emploi, activité, balance commerciale aussi. Il y a les politiques monétaires aussi, et puis la géopolitique, donc ça va être tous les conflits, les guerres qui vont avoir un impact aussi sur le prix des actifs. Renseigne-toi aussi sur les différents types de marchés financiers. Bon, j'en ai pas parlé ici, mais ça peut être intéressant de comprendre les liens qu'il y a entre les différents types les différents marchés en fait. Parce qu'il n'y a pas que le forex, il y a plein d'autres marchés et comprendre comment ces marchés interagissent entre eux, c'est très très important, c'est très intéressant. Renseigne-toi sur les types d'ordres, mais pas juste je sais ce que c'est un ordre limite et un ordre au marché, mais c'est important de comprendre, par exemple, un stop loss. Les gens vont dire, ouais, on entend souvent ça, les institutions vont chasser les stop-loss et tout, chercher les stop-loss. Alors, dans une certaine mesure, le stop hunting peut exister, mais c'est dans un contexte très précis et qui n'a rien à voir avec ce que tu vois sur Internet, ce dont la plupart des gens parlent. La réalité, c'est que tu peux pas chasser explicitement un stop. Pourquoi? Parce que le stop n'est pas présent dans le carnet d'ordre. Donc, si maintenant une institution voit miraculeusement où ton stop est placé. Je parle bien d'une institution, genre hedge fund, machin bazar, et de toute façon ça n'a pas vraiment de sens parce qu'ils vont pas être directionnels, mais une institution verrait par magie ton stop de genre de 1000 balles, elle s'en fout littéralement, mais imaginons même qu'elle soit intéressée par les 1000 petits euros, ou les 10 000 euros, ou même les 100 000 euros que tu as à ton stop, elle peut pas savoir où il est. Je parle pas du broker, je parle vraiment... Elle peut pas savoir où il est. Parce que le stop, par définition, c'est un ordre au marché. C'est un peu bizarre, mais en gros, c'est un ordre qui n'est pas dans le carnet d'ordre, donc qui n'est pas comme les ordres limites. C'est un ordre au marché qui va être placé ou exécuté au moment où le prix atteint le prix que tu veux. Ça ne veut pas pour autant dire que tu vas être exécuté au bon prix. Donc, ouais, je vais peut-être même faire une mini parenthèse là-dessus, mais donc le prix monte. Attends, ça, voilà. Donc imaginons le prix monte, et tu as un stop ici, ok. Ce stop en fait n'est pas dans le carnet d'ordre, c'est pas comme un buy limit. Si tu avais un buy limit, il se verrait dans le carnet d'ordre et le prix rejoint et tu serais exécuté à ce niveau-là de prix. C'est pour ça que parfois t'es pas exécuté, genre ça peut arriver mais le prix touche son prix et repart à la hausse. T'es pas exécuté parce que l'intermédiaire a pas trouvé de contrepartie pour acheter, enfin pour que tu puisses acheter et que lui vende. Ça peut arriver. Mais par contre, le stop sera toujours exécuté au prix le plus direct, le prix disponible. C'est pour ça que parfois tu peux avoir du spread. Imaginons maintenant il y a une violente annonce économique qui sort et au lieu d'être sorti à 1, 0, 9, 8, 7, 2, le type t'a fait sortir à, je sais pas moi, 1, 0, 9, 5, 6, 4. Tu vois, et t'as eu, c'est le slippage en fait, ça aussi tu peux te renseigner là-dessus, donc S-L-I-P-P-A-G-E, c'est le slippage. Le slippage ne peut exister que parce que l'ordre stop est un ordre au marché, c'est un market order, mais qui n'est pas visible dans le carnet d'ordre. Enfin, de toute façon, un market order ne peut pas être visible dans le carnet d'ordre. Donc, comprends bien ça aussi. Donc, renseigne-toi sur les types d'ordres, ok. Les types d'ordres, mais comme je te l'ai dit, pas juste comment ils fonctionnent. Renseigne-toi sur ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont placés. Quand tu dis à ton courtier, tiens, je veux acheter à tel niveau de prix, etc., c'est quoi comme type d'ordre? Renseigne-toi peut-être aussi sur les ordres que les institutions utilisent, qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on utilise. Enfin, elles peuvent utiliser un ordre limite ou un ordre au marché, mais elles utilisent aussi des ordres qui sont structurés différemment. Et ça peut être intéressant que tu te renseignes là-dessus pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et puis renseigne-toi aussi sur ce qui se passe quand une annonce économique va sortir au niveau du carnet d'ordre. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'offre et la demande? Pourquoi le prix explose à la hausse? Alors tu vas me dire, il y a les algos qui rentrent en jeu, donc les algos qui vont acheter au prix du marché automatiquement en fonction de la data, qui sont codés par des quants, etc. Cool. Mais il y a aussi une action de la part du market maker, okay, qui va en fait retirer des liquidités du marché. Et de ce fait, du coup le prix comme il y a moins de liquidité, la volatilité va être beaucoup plus élevée. Surtout si du coup le volume d'échange, le volume tradé augmente, parce que du coup il y a une demande ou une offre qui augmente. L'un des deux côtés veut absolument acheter ou vendre. Et donc comprends bien ça aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour. De toute façon, comme je l'ai dit, on pourra aborder tous ces sujets-là dans d'autres vidéos. Mais bref, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu auras appris des choses. J'espère que tu continueras tes recherches aussi et que tu n'es pas là... si tu as appris beaucoup de choses et que ça a semé un peu la confusion dans ton esprit, j'espère que tu n'es pas en mode « Oh, c'est trop compliqué, j'ai pas envie de... » Non, fais l'extra effort nécessaire pour apprendre toutes ces choses-là. Au début, c'était aussi un mindfuck pour moi, je comprenais rien, genre littéralement. Genre quand j'ai appris tous ces concepts-là, enfin j'avais déjà une partie de ces concepts-là, mais je les comprenais pas comme je les comprends aujourd'hui. Et ça m'a un peu démotivé. Honnêtement, ça t'est sûrement déjà arrivé, mais quand tu apprends une nouvelle chose en trading, et que tu te rends compte en fait que il te manquait plein de connaissances, et tu te rends compte aussi et surtout de la quantité de choses que tu dois encore apprendre, c'est parfois décourageant et tu te dis, punaise, moi qui pensais avoir compris le trading, mais en fait j'ai encore plein de choses à apprendre et je dois voir ça et je dois voir ça, et en fait ma compréhension des marchés est complètement, pas fausse, mais incomplète, lacunaire, genre j'ai encore plein de lacunes. C'est parfois décourageant, mais va jusqu'au bout, parce que plus tu vas travailler ce sujet-là, ces choses-là, plus ça va s'éclaircir dans ta tête. Et il faut répéter les choses. Genre c'est comme à l'école, c'est par la répétition qu'on finit par apprendre, qu'on finit par comprendre. Et la première fois que j'ai été confronté à tous ces concepts-là, je comprenais rien. Je me souviens encore il y a quelques années, quand j'ai appris l'offre et la demande en cours, je ne savais même pas lire le graphique, je comprenais pas les lignes, ça voulait dire quoi, etc. Et puis après, à force de les voir, et les revoir, j'ai commencé à comprendre. Et là, maintenant, tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, peut-être que tu l'as entendu dans la vidéo, mais c'est encore des concepts qui sont frais dans ma tête. Je les comprends, mais j'ai sûrement dit peut-être quelques erreurs dans la vidéo, et je dois encore, on va dire, raffiner, approfondir mes connaissances sur le sujet, pour mieux comprendre les dynamiques du marché. Après, peut-être que tu dois pas aller aussi loin, dans le sens où si tu es un trader essentiellement technique, c'est peut-être pas nécessaire de connaître autant le fonctionnement des marchés, mais pour moi qui trade le fondamental, j'ai vraiment envie de devenir un expert à ce niveau-là. Au niveau de comprendre, en fait, tout ce que je t'ai expliqué, la juste valeur d'un actif, le fait qu'un actif qu'il va y avoir des déséquilibres qui vont engendrer un mouvement de prix, que ces déséquilibres sont causés souvent par des choses fondamentales, l'analyse fondamentale. Enfin bref. Voilà, bref, juste ne perds pas espoir, continue à bosser, parce que la pire chose que tu puisses faire, c'est t'arrêter. Simplement, parce que souvent on tombe dans ce piège, cette paralysie en fait. Cette paralysie où du coup tu apprends, et tu rencontres un obstacle. Et l'obstacle, tu as deux façons d'y faire face. Soit tu t'arrêtes en fait et tu restes bloqué, soit du coup tu vas de l'avant et tu surmontes cet obstacle. Et la pire chose que tu puisses faire quand tu rencontres un obstacle, que ce soit un sujet que tu comprends pas en trading ou un concept que tu comprends pas, que ce soit un blocage dans ta stratégie parce que je sais pas moi il y a tel truc qui marche pas dans ta stratégie, que ce soit parce que tu viens de te manger un losing streak, t'as pris 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertes d'affilée et du coup tu perds un peu le moral. La pire chose que tu puisses faire dans ces moments-là, c'est juste il y a un moment où il faut savoir prendre du recul. Oui, tu peux prendre une pause, éteindre tes écrans, etc. et aller respirer quelques heures ou voire même quelques jours si nécessaire. Mais la pire chose que tu puisses faire, c'est fuir. Prendre la fuite et simplement dire « Bon, je viens de me manger une série de pertes, ça me saoule, ciao ». Non, à ce moment-là, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est prendre du recul. Par exemple, comme je te l'ai dit, quelques heures, voire quelques jours si nécessaire pour respirer, ok, c'est pas grave, genre remettre tes émotions à plat, et puis revenir justement sur les marchés. Pas trader directement, mais aller étudier tes pertes, comprendre si tu as bien fait les choses, si c'est juste parce que ta stratégie, les probabilités parfois jouent contre toi, ou si c'est simplement parce que tu as mal fait quelque chose. Et à ce moment-là, tu vas étudier ta stratégie et tu vas de l'avant. Tu comprends tes erreurs, tu les corriges. Et bien, c'est la même chose quand tu apprends des concepts un peu compliqués comme tout ce que je viens d'apprendre. J'ai encore du mal à comprendre vraiment le rôle des market makers et je suis en train de vraiment me pencher là-dessus pour étudier ça tout simplement et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais quand tu bloques, donc littéralement, imaginons le market making, je suis là, ouais, je comprends pas, etc. C'est décourageant, comme je te l'ai dit, et parfois tu es là en mode, bon, laisse tomber, t'éteins tout, et hop, tu vas faire autre chose. Tu vois. Mais c'est la pire chose à faire parce que tu restes bloqué, en fait. T'as ton obstacle et tu restes devant, quoi, ou tu fais demi-tour et tu te casses. Non, il faut pousser, et à un moment, tu vas surmonter l'obstacle. Et c'est ça, c'est à force de recherche, à force et trouver différentes sources, des vidéos, des livres, discuter avec des gens qui s'y connaissent peut-être dans le métier, etc., que tu finis par comprendre, et à un moment ça rentre, et tu dis, ah ok, je comprends. Parce qu'au final, s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que le trading, c'est pas facile, mais c'est pas compliqué. Ça veut dire que, entre guillemets, c'est simple. Enfin, c'est à nuancer, mais je veux dire, le trading en lui-même n'est pas quelque chose de compliqué. Mais c'est quelque chose de difficile. Et ça prend énormément de temps à apprendre. Et c'est ça qui le rend compliqué en quelque sorte. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre et que ça prend énormément de temps à apprendre.
Mais la réalité, c'est que c'est comme pour n'importe quelle discipline, les sciences, la médecine, etc. C'est pas des domaines qui sont... bon, en vrai, il y a des domaines vachement complexes dans ces milieux-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas nécessairement difficile. Mais ça demande de l'investissement, ça demande du temps. C'est pas quelque chose qui est facile, comme je l'ai dit, ok. Mais donc oui, c'est difficile, mais c'est pas pour autant complexe. Quand, je veux dire, imaginons maintenant tu passes 100 heures à étudier les market makers, et tu finiras forcément par comprendre. Là, c'est difficile parce que tu as peut-être passé 1 heure ou 2 sur Internet à chercher des trucs et donc forcément tu comprends pas. Même chose avec ta stratégie, elle est peut-être difficile à appliquer parce qu'en fait tu la maîtrises pas et tu la connais pas. Mais combien de temps tu as véritablement passé à travailler ce sujet-là? Combien de temps tu as véritablement passé à élaborer ton plan de trading? Combien de temps tu as véritablement passé à backtest? Il y a des chances pour que ce soit que quelques dizaines d'heures. Et c'est pas assez, c'est pas suffisant. Il faut passer des centaines, des milliers d'heures à practice, à améliorer tes skills, tes compétences. Bref, c'est le petit speech de la fin. J'espère que la vidéo t'a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que j'en ferai une dans pas trop longtemps parce que là, je crois que j'ai laissé passer 4, 5, 6 jours, presque une semaine entre la dernière vidéo et celle-ci. Mais bref, j'espère qu'elle t'a plu et on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo.